48 heures et un compte à rebours tombe comme une hache silencieuse, resserrant l'air dans les couloirs du pouvoir d'un pays enclavé où la marge de manœuvre paraît minuscule. On réclame 70% de l'or stratégique pour 56 milliards de dollars, mais chaque clause pèse plus lourd qu'un chiffre et redessine en creux les contours de l'avenir national. Que devient la souveraineté pour ceux qui écoutent les radios de Ouagadougou si Ibrahim Traoré cède aujourd'hui et doit céder demain, quand les chancelleries misent sur la peur et que les marchés londoniens anticipent une secousse, car derrière l'or, ils réclament la peur. Ce récit propose une lecture précise d'un moment où une décision apparemment technique bascule dans le registre politique le plus profond. Il promet d'examiner comment un ultimatum chiffré peut devenir un test de souveraineté et pourquoi les réactions qu'il déclenche dépassent largement le cadre d'un simple différend financier. En suivant la chronologie des faits, l'analyse montrera ce que ce type de pression révèle sur la fragilité, mais aussi sur la capacité de résistance d'un État confronté à des intérêts extérieurs structurés. L'enjeu est clair en 10 mots. Comprendre ce qui se joue quand refuser coûte cher, mais céder coûte plus encore. Ce choix ne se limite pas à une arithmétique de court terme. Il engage des précédents, des perceptions internationales et la confiance intérieure d'une population. Chaque étape de la crise éclaire un risque distinct: isolement diplomatique, perturbation économique, mais aussi perte progressive de la capacité à décider pour soi-même. La promesse est donc double: éclairer les mécanismes visibles et révéler ceux, plus discrets, qui transforment une contrainte externe en tournant historique. À 6h30, un document classé défense arrive sur le bureau présidentiel. 2 pages, un chiffre brutal: 70% de l'or national exigé sous 48 heures. Cette donnée unique requalifie instantanément une tension diffuse en rupture imminente, car elle transforme une négociation abstraite en ultimatum mesurable. Dans l'entourage, chacun comprend que le temps devient un acteur à part entière, comprimant l'épaisse des options et forçant une décision qui ne pourra être ni graduelle ni réversible. Le mécanisme est froid. Les clauses s'enchaînent sans emphase, mais chaque ligne déplace un curseur de souveraineté. D'abord, la condition financière présentée comme une équation neutre. Ensuite, la temporalité, qui empêche toute consultation élargie. Enfin, l'implicite. Céder aujourd'hui crée un précédent demain. Ibrahim Traoré est alors perçu non comme un orateur, mais comme le point de passage obligé d'une chaîne causale où chaque choix déclenche une conséquence immédiate. Le contexte amplifie la pression. Depuis des mois, des signaux géologiques convergent vers le nord du pays, où des anomalies satellitaires ont attiré l'attention de services extérieurs. La découverte n'est pas publique, mais elle circule déjà dans certaines capitales, modifiant la lecture d'un Burkina Faso longtemps jugé prévisible. Cette information latente agit comme un accélérateur. Ce qui pouvait attendre devient urgent, ce qui était négociable devient exigible. Dans les ministères, l'urgence se matérialise. Les juristes relisent ligne par ligne les implications des clauses. Les directeurs des mines évaluent l'impact d'un transfert massif sur la continuité de l'extraction. Les conseillers économiques projettent les effets d'un refus sur les flux financiers et les monétaires. La décision circule à voix basse car aucune issue simple n'existe. Céder ouvre une habitude dangereuse, refuser implique un affrontement frontal. Dans la ville, l'information se diffuse autrement. Les radios commentent, les rumeurs se figent en certitude et la question quitte le registre économique pour toucher à l'autonomie politique. Ce basculement est central. L'ultimatum cesse d'être un dossier technique et devient un test collectif. À ce stade, le récit n'oppose plus chiffres et discours, mais capacité d'un État à décider encore pour lui-même,
sous le regard attentif de la région et des marchés. Dans les premières heures, la crise se matérialise à travers des scènes discrètes qui servent de révélateurs. Dans l'Ouest, sur un site minier actif, les machines s'arrêtent quelques minutes. Les ouvriers ne fuient pas, ils écoutent la radio locale, tentant de comprendre ce que signifie un ultimatum venu de l'extérieur. Ce silence mécanique, bref mais inhabituel, marque un basculement. L'or n'est plus seulement une ressource, il devient un enjeu politique partagé. À Ouagadougou, un autre microcas apparaît dans une université. Des étudiants improvisent un cercle de discussion, analysent les lignes du document évoqué à l'antenne, comparent avec des précédents africains. Leur échange est hésitant, parfois confus, mais déterminé. La politique cesse d'être lointaine. Elle s'invite dans leur quotidien intellectuel. Cette appropriation symbolique indique que la crise descend d'un étage, quittant les bureaux pour toucher la société. Au centre de ces effets précoces se dessine un personnage guide. Ibrahim Traoré n'est pas encore intervenu publiquement, mais son silence est interprété comme une phase de mesure. Dans l'entourage présidentiel, sa posture devient une boussole. Les ministres ajustent leurs notes, les chefs militaires évaluent les risques territoriaux, les conseillers économiques composent des scénarios. La figure qui émerge n'est pas celle d'un tribun, mais celle d'un point de convergence autour duquel s'organise l'attente. Les premiers effets sont tangibles sans être spectaculaires. Les institutions ralentissent, les décisions se resserrent, et l'idée d'un choix irréversible s'impose progressivement. Ce moment révèle une vérité simple, formulable en quelques mots. Ce qui se joue dépasse l'or et touche à la capacité de tenir. Avant l'ultimatum, la situation paraît stable, presque routinière. Les flux d'or sortent du pays selon des circuits connus, les données minières circulent vers l'extérieur et l'économie fonctionne dans un équilibre imparfait mais prévisible. L'annonce venue de l'étranger rompt cette continuité. En quelques heures, ce qui relevait d'une gestion technique devient un déclencheur politique. Le temps se contracte, les marges disparaissent, et chaque geste acquiert une portée stratégique. Le premier mouvement est administratif, mais il agit comme un signal fort. Les ministères sont convoqués dans l'urgence, sans protocole habituel. Les juristes isolent les clauses les plus contraignantes, les économistes listent les scénarios de pression monétaire, les responsables miniers chiffrent les conséquences immédiates d'un transfert massif. Rien n'est encore décidé, mais une certitude s'impose. Aucune réponse partielle ne suffira. La mécanique de l'ultimatum est conçue pour forcer un oui ou un non. Très vite, la dynamique change de registre. À 7 heures du matin, un décret bref verrouille l'accès aux données minières nationales. Les serveurs étrangers, habitués à aspirer des informations techniques depuis des années, se heurtent à un mur numérique. Cette décision, prise sans discours public, marque une rupture nette. Elle indique que l'État ne se contente plus d'analyser, il agit. Dans les capitales étrangères, les analystes comprennent qu'un seuil vient d'être franchi. Le mouvement suivant concerne le territoire. Les routes menant aux zones aurifères sont progressivement sécurisées. Des convois militaires se déploient sans mise en scène, installent des postes de contrôle, redirigent la circulation. Les villages voisins observent ces manœuvres avec une attention mêlée d'inquiétude et de curiosité. L'objectif est clair. Aucune fuite d'informations, aucune intrusion, aucune perturbation ne doit fragiliser la séquence en cours. L'État resserre son emprise non pour intimider mais pour contenir. À midi, le point culminant est atteint. Les forces spéciales reçoivent l'ordre de sécuriser physiquement les sites miniers. Aucun symbole ostentatoire, aucune déclaration martiale. Seulement une consigne précise: protéger les réserves nationales.
Ce déploiement confirme que la crise a quitté le champ symbolique. Elle devient matérielle. Dans les rues de Ouagadougou, la réaction est mesurée mais lisible. Beaucoup y voient une cohérence entre les paroles attendues et les actes posés. C'est à ce moment précis que Ibrahim Traoré réapparaît publiquement. Le direct est bref, imprévu. En uniforme, dossier national en main, il prononce une phrase courte qui cristallise la séquence. Il ne réclame pas notre or, il réclame notre peur. Cette formulation agit comme un cadrage définitif. Elle transforme un conflit financier en opposition morale et donne un sens unifié au geste précédent. Les répliques ne tardent pas. Les radios modifient leurs programmes, les universités ouvrent des débats, les réseaux panafricains s'animent. À l'extérieur, les chancelleries rédigent des notes d'alerte, évoquant une escalade possible et un précédent régional. À l'intérieur, un sentiment nouveau circule, l'idée qu'il n'y aura pas de retour en arrière. La séquence déclenchée par l'ultimatum produit ainsi un effet durable, car elle aligne décision, symbole et perception collective dans une même direction. Avant la rupture, un chiffre sert de point de départ incontournable. Le Burkina Faso extrait environ 80 tonnes d'or par an, un volume qui représente près de 14% du PIB et plus de 70% des exportations nationales. Ce point de départ n'est pas seulement une donnée minière, il décrit une architecture économique entière. Les flux sont stables mais largement structurés par des contrats asymétriques, des commissions extérieures et un contrôle des données exercé hors du territoire. Le système fonctionne, mais il limite fortement la capacité du pays à capter la valeur réelle de ses ressources. 3 mois après la décision de reprise de contrôle, un premier écart apparaît. La production recule temporairement de 18%. Pris isolément, ce chiffre alimente les discours alarmistes. Pourtant, il correspond à un mécanisme connu. La transition absorbe des chaînes de décision auparavant externalisées. Les audits ralentissent, l'extraction, certains intermédiaires se retirent et les procédures sont réorganisées. La baisse n'indique pas un effondrement, mais le coût immédiat d'un recentrage. Elle révèle un delta clair entre un modèle optimisé pour l'exportation rapide et un modèle en reconstruction. Le deuxième indicateur concerne les flux financiers. 100 jours après l'annonce publique, 62% des transactions extérieures ne transitent plus par le dollar, basculant vers des instruments alternatifs. Ce déplacement modifie profondément l'architecture monétaire. La dépendance aux circuits occidentaux diminue, mais de nouveaux risques apparaissent. Volatilité accrue, acceptabilité internationale variable, apprentissage rapide requis pour les opérateurs locaux. Le chiffre ne décrit pas une rupture brutale, mais une redistribution des leviers. Le pays échange une forme de confort monétaire contre une marge de manœuvre stratégique. Un troisième ensemble de données éclaire l'intérieur de l'économie. Les investissements publics augmentent de 41% dans les infrastructures, 23% dans l'agriculture et 27% dans le secteur militaire. Ces hausses correspondent à une réallocation des revenus aurifères désormais captés localement. Les fonds, auparavant dispersés sous forme de redevances et de commissions extérieures, circulent dans l'économie nationale. L'effet se manifeste par une dynamique visible. Le chômage recule de 8,8 à 5,9%. Ce delta suggère une capacité d'absorption interne plus forte que prévu, malgré les contraintes extérieures. Ces chiffres déclenchent des lectures opposées. Les institutions financières internationales insistent sur les coûts immédiats, réserve de change sous pression, importation ralentie, accès plus complexe à certains équipements. Leur raisonnement est cohérent, fondé sur des modèles éprouvés. Mais une autre lecture, portée par des experts du Sahel,
s'appuient sur la même base chiffrée pour formuler une conclusion différente. La contraction initiale serait le prix normal d'une transition, compensé par une consolidation intérieure progressive. Ainsi, les données ne tranchent pas un débat. Elles dessinent plutôt un déplacement. Le pays quitte un système d'extraction stable mais dépendant pour entrer dans un modèle plus contraignant, mais potentiellement plus cohérent. À ce stade, les chiffres ne racontent ni un succès définitif, ni un échec annoncé. Ils décrivent une trajectoire en cours dont la direction dépendra de la durée de la transition et de la capacité à stabiliser les nouveaux équilibres. Les observateurs internationaux structurent leurs analyses autour de deux positions opposées, chacune reposant sur une logique interne cohérente. La première, majoritairement défendue par des analystes financiers occidentaux, considère la rupture burkinabé comme un risque systémique. Selon eux, l'abandon partiel des circuits traditionnels de règlement et la mise à distance du dollar fragilise un pays enclavé dont l'économie dépend encore fortement des importations. Il, il souligne que la baisse des réserves de change complique l'achat d'équipements industriels, de machines minières et de pièces énergétiques. Dans cette lecture, la transition accroît les frictions logistiques et renchérit les coûts, ce qui pourrait éroder la compétitivité à moyen terme. L'argument central est classique. Contourner des dépendances structurelles sans relais pleinement opérationnel expose à des chocs cumulatifs. Face à cette approche prudente, un second camp, composé en grande partie d'économistes africains et de spécialistes du Sahel, propose une interprétation inverse. Pour eux, la douleur économique observée n'est ni surprenante ni pathologique. Elle constitue le coût normal d'une reprise de souveraineté. Ils rappellent que le pays évoluait depuis des décennies dans un cadre où la dépendance financière était perçue comme une donnée intangible. La diversification monétaire, même imparfaite, serait une étape nécessaire pour reconstruire une économie interne capable de capter davantage de valeur. Dans cette perspective, les ralentissements d'importation ne signalent pas un effondrement, mais une phase d'ajustement. La perte d'investisseurs extérieurs crée un espace temporaire, mais indispensable, pour l'émergence d'acteurs nationaux. Pour être juste, il faut reconnaître la part de vérité contenue dans les deux lectures. Oui, les contraintes logistiques et monétaires existent et peuvent peser sur la durée. Les données montrent des tensions réelles sur certains flux et une exposition accrue à la volatilité. Mais elles indiquent aussi une augmentation nette des revenus domestiques, une réallocation visible des investissements et une amélioration de certains indicateurs sociaux. Ces éléments ne neutralisent pas les risques soulevés par le premier camp, ils en rééquilibrent la portée. La conclusion n'est donc pas un arbitrage binaire. La situation présente une double vérité. Les coûts immédiats sont tangibles tandis que les bénéfices structurels émergent progressivement. La question pertinente n'est pas de savoir qui a raison aujourd'hui, mais quelle dynamique l'emportera dans le temps et à quelles conditions la transition pourra se stabiliser sans épuiser ses propres marges. Lorsque Ibrahim Traoré apparaît brièvement à l'écran, l'équilibre narratif bascule. Jusqu'ici, la crise pouvait encore être lue comme une succession de mesures défensives, techniques, presque administratives. Sa déclaration, courte et sans emphase, opère un déplacement décisif. Elle retire le conflit du terrain financier pour l'installer sur celui de l'intention politique. En quelques mots, l'enjeu n'est plus l'or, ni même les chiffres, mais la logique de la contrainte elle-même. Ce renversement produit un effet immédiat à l'extérieur. Dans les chancelleries occidentales, les cellules d'analyse sont réactivées en urgence. Une question domine les échanges. Comment un pays enclavé a-t-il pu verrouiller ses données, ses routes et ses sites miniers en moins de 12 heures, sans signal préalable clair?
La surprise ne porte pas sur la décision seule, mais sur sa vitesse d'exécution. Les hypothèses s'accumulent, révélant surtout une sous-estimation initiale de la capacité d'action de l'État burkinabé. À l'intérieur, la lecture est différente. La phrase agit comme un point d'alignement. Les mesures prises auparavant, perçues comme dispersées, acquièrent d'un soudain une cohérence. Ce n'est plus une réaction improvisée, mais une stratégie assumée. Le pays cesse d'apparaître comme un acteur acculé. Il se présente comme un sujet qui choisit le cadre du rapport de force. Cette révélation médiane ne résout rien, mais elle change tout. Elle ferme certaines portes diplomatiques, en entr'ouvre d'autres, et surtout, elle installe une certitude durable. La suite ne se jouera plus sur le terrain de la peur implicite, mais sur celui des conséquences assumées. Les effets de la décision se déploient en quatre arcs distincts, chacun révélant comment un choix national peut réorganiser un environnement bien au-delà du cercle politique immédiat. Le premier arc concerne les États de la région. Au Mali, au Niger et en Guinée, les réactions sont rapides et discrètes. Des réunions techniques s'ouvrent sans communiqué officiel, centrées sur la sécurisation des gisements et la continuité des corridors commerciaux. L'idée d'une coordination renforcée, parfois évoquée comme un bouclier régional, circule dans les notes internes. La posture d'Ibrahim Traoré agit ici comme un signal. Un refus assumé ne mène pas automatiquement à la désintégration, et cette démonstration modifie les calculs stratégiques voisins. Le deuxième arc touche les entreprises, en particulier les acteurs nationaux. La reprise du contrôle des données et des sites crée un espace inédit pour des sociétés locales longtemps marginalisées. Des plateformes internes commencent à retenir une part plus importante de la production sur le territoire, réduisant les fuites de valeur. Cette dynamique ne produit pas une prospérité immédiate, mais elle rééquilibre les rapports. Les entreprises étrangères, elles, réévaluent leur position. Certaines suspendant leurs activités, d'autres cherchent à renégocier. Le paysage entrepreneurial se contracte puis se recompose, laissant apparaître un tissu plus dense, mais aussi plus exposé aux contraintes logistiques. Le troisième arc concerne la population. Dans les villes, les effets sont ambivalents. Les délais d'importation s'allongent, certains produits deviennent plus rares et la transition se fait sentir dans la vie quotidienne. Mais en parallèle, un sentiment d'agentivité progresse. Les débats se multiplient dans les universités, les associations locales organisent des discussions sur la redistribution potentielle des revenus miniers et la souveraineté cesse d'être un concept abstrait. La réaction populaire n'est ni euphorique ni hostile. Elle oscille entre prudence et engagement. Ce qui change, c'est la perception de la capacité collective à influencer le cours des événements. Le quatrième arc s'étend à la scène internationale. Les marchés de Londres anticipent des ajustements sur le prix de l'or. Les analystes parisiens évoquent un précédent risqué et Washington qualifie la séquence d'actes de défi. Pourtant, dans plusieurs capitales africaines et asiatiques, la lecture est inverse. Le geste burkinabé est interprété comme une réouverture du champ des possibles pour des États longtemps contraints par des équilibres figés. Cette divergence de perception crée une tension durable. Là où certains voient une instabilité dangereuse, d'autres perçoivent une expérimentation politique à suivre de près. Ces quatre arcs ne s'additionnent pas. Ils se répondent. La décision portée par Ibrahim Traoré produit une onde qui traverse institutions, entreprises, sociétés et relations internationales. Chaque niveau absorbe le choc à sa manière, mais tous renvoient au même point d'origine, un refus explicite qui transforme un ultimatum chiffré en reconfiguration systémique. Les conséquences ne sont ni uniformes ni définitives, mais elles dessinent un paysage nouveau dans lequel le statu quo n'est plus une option évidente. À horizon de 6 à 12 mois,
Trois trajectoires plausibles se dessinent pour le Burkina Faso. Elles ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à identifier des seuils critiques à partir desquels la dynamique actuelle pourrait s'infléchir. Chaque scénario dépend d'un faisceau de variables: réactions extérieures, capacité interne d'absorption et solidité des appuis régionaux. Dans le scénario de base, le pays maintient une stabilité exigeante. Les revenus aurifères désormais internalisés soutiennent une croissance modérée, tandis que la réorganisation des chaînes minières se poursuit sans heurts majeure. Les importations restent ralenties, mais les secteurs vitaux, énergie, agriculture, infrastructure, parviennent à s'ajuster. Les alliances régionales offrent des relais partiels, sans compenser totalement les circuits traditionnels. Si cette trajectoire se confirme, alors la transition s'installe dans la durée, avec des coûts maîtrisés et des gains progressifs en autonomie. Le scénario optimiste repose sur une consolidation accélérée. Des partenariats non occidentaux renforcent les capacités techniques et énergétiques. Les projets solaires avancent, réduisant la dépendance aux importations de carburant. La coopération régionale se structure davantage, fluidifiant les échanges et sécurisant les corridors. Si ces conditions sont réunies, alors le pays pourrait transformer une posture défensive en levier d'influence, devenant un pôle régional émergent où souveraineté économique et intégration se renforcent mutuellement. Le scénario dégradé s'ouvre si les pressions extérieures s'intensifient, des sanctions ciblées, des restrictions sur les équipements miniers ou des blocages logistiques pourraient fragiliser la production et alimenter des tensions sociales. Les partenaires régionaux, bien que solidaires, ne suffiraient pas à absorber le choc. Si cette spirale s'installe, alors la transition s'essouffle, non par manque de volonté politique, mais par épuisement des marges opérationnelles. Au-delà de ces trois trajectoires, une clé de lecture s'impose: penser en termes de conditions. Si la capacité d'adaptation interne dépasse la vitesse des contraintes externes, alors la transition se stabilise. Si l'inverse se produit, alors les coûts dominent. L'enjeu n'est pas la direction choisie, mais la cohérence entre rythme, ressources et seuil d'acceptabilité sociale. Au-delà des graphiques et des communiqués, la crise se traduit par des expériences humaines différenciées qui permettent aux spectateurs de mesurer la portée réelle des choix opérés. Trois groupes se distinguent nettement, chacun touché à un niveau différent par la transition en cours. Le premier groupe regroupe ceux qui vivent les effets au quotidien: commerçants, familles urbaines, ouvriers et jeunes diplômés perçoivent la transition à travers des réalités concrètes: délais d'approvisionnement plus longs, produits importés plus rares, mais aussi nouvelles opportunités pour certaines activités locales. Pour eux, la décision politique se matérialise dans des gestes simples, parfois contraignants, parfois porteurs d'espoir. Ce groupe ne raisonne pas en termes de souveraineté abstraite, mais en capacité à s'adapter sans perdre l'équilibre. Le deuxième groupe rassemble les observateurs engagés: universitaires, analystes, journalistes et militants suivent chaque évolution avec une attention soutenue. Ils débattent dans les universités, publient des tribunes, comparent la situation burkinabé à d'autres expériences africaines. Pour eux, le pays devient un laboratoire vivant où s'expérimentent de nouveaux rapports entre ressources, État et marché. Leur regard est critique, parfois inquiet, mais rarement indifférent. La transition nourrit une réflexion collective sur les modèles économiques hérités. Le troisième groupe inclut les spectateurs éloignés, souvent situés hors du continent. Leur lien à la crise est indirect, mais symbolique. Ils découvrent un pays qu'ils connaissaient peu et s'interrogent sur leurs propres certitudes concernant la justice économique et les rapports de force internationaux. Le cas burkinabé agit comme un révélateur, rappelant que des choix réputés impossibles peuvent être tentés.
Ces trois regards convergent vers une même interrogation. Comment réagit-on lorsqu'un État décide de modifier les règles du jeu? Et jusqu'où chacun est-il prêt à accepter les coûts d'un tel choix? La sortie durable de la crise ne peut reposer sur l'improvisation ni sur des réactions ponctuelles. Elle exige une architecture méthodique où chaque action est assignée à un acteur, inscrite dans un calendrier et évaluée par un indicateur clair. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, quatre axes structurants émergent comme une feuille de route crédible pour stabiliser la situation tout en consolidant l'autonomie stratégique. Le premier axe concerne la maîtrise des ressources. Le ministère de l'Énergie et des Mines doit conduire un audit exhaustif de l'ensemble des exploitations dans un délai de 6 mois. L'indicateur principal n'est pas la production brute, mais la proportion de sites entièrement contrôlés par des équipes nationales, tant sur le plan technique que décisionnel. Cette cartographie sert de socle aux arbitrages futurs et réduit les dépendances invisibles. Le deuxième axe porte sur la diversification énergétique. Une task force réunissant ingénieurs, militaires et économistes est chargée de lancer les premières phases d'un programme solaire régional avant la fin de l'année. Le critère de suivi est simple: la part d'électricité produite localement. Chaque point gagné diminue l'exposition aux chocs extérieurs et renforce la stabilité intérieure. Le troisième axe vise la coopération régionale. Les diplomaties du Mali, du Niger et de la Guinée s'inscrivent dans un calendrier trimestriel avec pour objectif de transformer la solidarité politique en rendement économique. Les indicateurs portent sur les volumes d'échanges intra-régionaux, la sécurisation des corridors et la simplification douanière. La coordination devient un levier concret, non un slogan. Le quatrième axe touche à la montée en compétences de la population. Le ministère de l'Éducation pilote des programmes de formation accélérés dans les secteurs miniers, agricoles et technologiques. Le succès se mesure par le taux d'insertion professionnelle et la progression des qualifications. Cette étape ancre la souveraineté dans la durée, en la reliant aux capacités humaines plutôt qu'aux seules décisions politiques. Les images qui reviennent en mémoire ne sont pas celles des réunions fermées, ni des graphiques projetés dans les chancelleries. Ce sont celles, plus simples, des ouvriers d'une mine suspendant leurs gestes pour écouter la radio et des étudiants réunis dans une salle improvisée pour débattre d'un ultimatum qu'ils n'avaient pas choisi, mais dont ils mesuraient déjà les implications. Ces scènes forment le fil discret qui traverse toute la crise, rappelant que derrière chaque décision stratégique se trouvent des existences concrètes. Avec le recul, la figure d'Ibrahim Traoré ne s'impose pas comme celle d'un héros solitaire. Elle apparaît plutôt comme un point de relais, un moment de convergence entre une attente diffuse et une décision formalisée. Sa posture ne crée pas le mouvement, elle l'ordonne et lui donne une direction lisible. En ce sens, le récit dépasse l'individu pour éclairer une cohérence collective. Ce qui s'est joué n'est pas une victoire spectaculaire ni une rupture sans coup. C'est l'acceptation d'une tension durable, assumée comme le prix d'un choix. Le pays découvre que la souveraineté n'est pas un état stable, mais un exercice continu, exigeant et parfois inconfortable. Une phrase suffit alors à condenser l'essentiel, sans emphase ni détour. La dignité ne se négocie pas à l'heure. Lorsque le tumulte retombe et que l'actualité se déplace vers d'autres crises, il reste souvent une impression diffuse, celle d'avoir assisté à quelque chose qui dépasse un simple épisode géopolitique. Le cas du Burkina Faso n'impose ni conclusion définitive ni leçon universelle. Il invite plutôt à une réflexion plus large sur la manière dont un pays, même perçu comme périphérique, peut tenter de redéfinir son propre rythme face à des contraintes puissantes. Ce récit ne demande pas d'adhésion immédiate. Il propose un espace de dialogue,
Certains y verront une affirmation courageuse, d'autres un pari risqué, d'autres encore une expérience à observer avec prudence. Toutes ces lectures peuvent coexister car elles révèlent autant nos valeurs que la situation décrite. La question finale n'est donc pas de savoir qui a raison, mais ce que cette histoire modifie dans notre manière de penser la souveraineté, la dépendance et le coût des choix collectifs. À partir de là, la conversation reste ouverte.